Au lendemain d'une autre salve du chef conservateur Andrew Scheer contre le nouvel accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, l'affaire a rebondi aux communes aujourd'hui. M. Scheer a laissé entendre hier dans un message publié sur Twitter que les conservateurs auraient beaucoup mieux négocié cette entente commerciale que les libéraux de Justin Trudeau. Le chef conservateur a donc voulu savoir pourquoi le gouvernement Trudeau a fait tant de concessions tout en limitant ses possibilités d'accroître les exportations canadiennes. Monsieur le Président, il est clair que la renégociation de l'ALENA par le Premier ministre n'a pas mis le Canada dans une meilleure position. Les responsables de Donald Trump ont dit qu'avec ces concessions, le Canada a fait preuve de beaucoup de générosité. Le Premier ministre a non seulement accepté d'accroître l'accès des producteurs laitiers américains à notre marché, mais il a également décidé de limiter nos exportations vers d'autres pays. Pourquoi le Premier ministre a-t-il accepté un accord qui désavantagerait nos exportateurs? Monsieur le Président, nous avons refusé de capituler et nous avons une bonne entente pour les Canadiens. La Cour protégera des milliards de dollars en échange quotidien et appuiera des millions d'emplois au Canada. La Cour est appuyée à gauche et à droite du dirigeant syndical Jerry Diaz au Premier ministre provincial et ancien ministre de tous les partis politiques. Alors, pour en discuter, je reçois Alain Reyes, qui est député conservateur et lieutenant politique d'Andrew Scheer au Québec. Bonjour, M. Reyes. Bonjour. Qu'est-ce que les conservateurs auraient fait mieux dans les négociations dans l'accord du libre-échange États-Unis-Mexique-Canada que ce qu'ont fait les libéraux? Bien, je pense que le constat qu'on fait premièrement là, pour savoir est-ce qu'on aurait pu faire mieux, pour nous, c'est presque une évidence parce que lorsqu'on analyse l'ensemble du document, ce que l'on se rend compte, c'est qu'il n'y a que des concessions dans cette entente-là. Et quand on regarde l'historique des différentes négociations économiques qui ont été faites avec les différents pays dans l'histoire du Canada, on se rend compte que les conservateurs ont signé plusieurs, je dirais la très grande majorité des ententes de libre-échange avec différents pays. Et les deux seules fois que le Canada est en conflit économique avec les États-Unis, c'est sous le règne de Justin Trudeau et de son père Pierre-Éliott Trudeau. Mais donnez-moi un exemple précis de ce que vous auriez fait mieux, les conservateurs, dans cette entente-là. Premièrement, je pense qu'en aucun cas, les conservateurs auraient accepté de signer une entente en laissant encore les tarifs douaniers que Donald Trump, le président américain, avait mis en place pour mettre de la pression sur le Canada. Pour l'acier, pour l'aluminium, on sait aussi qu'il y a le dossier du bois d'œuvre qui traîne depuis des années. Mais je dirais qu'à la base, la grande différence, c'est dans l'attitude d'approcher des négociations de ce type-là. On a vu que Justin Trudeau a mis la barre tout de suite en disant, en allant négocier avec Donald Trump, il voulait avoir une entente progressive, il voulait qu'on touche à l'environnement, en même temps, on avait Donald Trump qui ouvrait les centrales au charbon. Donc, il a essayé de mettre plein de conditions en étant, on va dire la vraie chose, le plus petit joueur dans cette négociation-là. Et on se rend compte à la fin, lorsqu'on regarde le résultat après 2 ans presque de négociations, qu'il n'y a rien sur l'environnement, il n'y a rien sur l'égalité homme-femme. Tout ce que Justin Trudeau aurait voulu avoir dans une entente dite progressive, il n'y a rien réussi à gagner. Fait que nous autres, on se retourne, puis on regarde ça, puis on se dit, qu'est-ce qu'on a gagné? Mais on n'a fait que des concessions. Ouais. Que ce soit, on parle beaucoup de la gestion de l'offre, mais c'est plus que ça. On a même donné une partie de notre souveraineté en acceptant des clauses qui font en sorte que si le Canada veut aller négocier une entente de libre-échange, par exemple, avec la Chine, bien, il doit demander la permission au président américain, à l'administration américaine, avant d'aller plus loin. On a même été jusqu'à accepter de limiter nos propres exportations de produits laitiers si on souhaite le faire avec d'autres pays. Donc, on a carrément laissé sur la table une partie de notre souveraineté de pouvoir négocier. Vous m'avez dit, en aucun cas, on aurait négocié ci ou ça. Quitte à ne pas signer d'entente du tout, du côté des conservateurs? Je pense qu'on aurait fini par trouver, parce que l'histoire nous a démontré que c'était faisable, mais dans la façon de faire l'approche, dans la façon de négocier, sûrement pas en attaquant le président américain, comme c'était fait par le premier ministre, par les différents commentaires après le G7 qui ont été faits, qui ont été dénoncés, je pense, par la plupart des analystes aussi. Dans ce cas-ci, Justin Trudeau, puis cette image-là de vouloir, excusez l'expression, être un peu rockstar, quand on est face à Donald Trump, je pense que dans ces négociations-là, un peu d'humilité, en étant le premier ministre du Canada, aurait été nécessaire. Puis je vais finir là-dessus, personnellement. Quand je vois mes confrères libéraux festoyer, applaudir, se lever à chaque fois qu'on parle et on pose des questions sur cette entente-là, je vous dirais que le minimum, ça aurait été de dire on a sauvé l'entente, on a fait des concessions,
puis on pense à nos travailleurs qui écopent présentement. Et là, ça donne ce sentiment-là, particulièrement au Québec, parce que 90 de l'aluminium produit au Québec s'en va aux États-Unis. Il y a des travailleurs qui écopent. Dans l'acier, moi, je peux vous dire, j'ai deux PME chez nous, à Victoriaville, dans ma ville originaire où je reste, qui trouvent ça extrêmement dur. Il y a des emplois qui sont en jeu. Puis je parle même pas des producteurs laitiers, là. Oui. Là, vous m'avez dit, dans la façon de négocier, vous reprochez au gouvernement Trudeau sa façon de négocier avec l'administration Trump. Vous savez que, en ce qui a trait justement à l'administration Trump, on l'a qualifié d'intimidatrice, erratique, imprévisible, de mauvaise foi, j'en passe. Ouais. Qu'est-ce qui vous permet de croire que vous, les conservateurs, vous auriez été capable de faire mieux avec l'administration Trump, les négociateurs de M. Trump? Oui, je pense clairement dans l'approche, dans l'attitude qui aurait été différente. Mais qu'est-ce que vous auriez fait de différent dans l'attitude? Parce que c'est important ce que vous dites. M. Trump avait son attitude, les négociateurs de M. Trump avaient leur attitude. En quoi l'attitude des conservateurs aurait été meilleure que l'attitude des libéraux en la matière? Donnez-moi un exemple très précis. Très précis. Je pense qu'en partant dans une entente économique, c'était une grave erreur de la part du premier ministre de vouloir essayer d'imposer un agenda dit progressiste, de la façon que le gouvernement le voit, en commençant des négociations de type économique avec le président américain. Des enjeux qui ne l'intéressent tout simplement, je pense que je fais pas de révélation aujourd'hui là, qui n'intéresse pas du tout. Quand on parle d'environnement, puis qu'on a le président américain qui annonce le lendemain de son élection qu'il va ouvrir les centrales de charbon, qui sont la pire énergie qu'on peut avoir pour l'environnement, puis qu'on dit au gouvernement américain comment il doit se comporter dans des enjeux comme ça, bien, le gouvernement américain, quand il regarde ça, Donald Trump en particulier, je ne peux pas croire que son respect face à notre premier ministre était très élevé. Donc, il n'y a rien de bon pour le Canada dans cette entente-là? Bien, honnêtement, quand on parle avec des financiers, des gens de la finance, ils sont contents qu'il y ait une entente de signer. Ils ont un soulagement de pouvoir dire on va pouvoir travailler sur quelque chose. Mais quand on parle aux travailleurs, aux gens directement dans le secteur, bien, ils ne voient que des concessions. Allez-vous voter pour ou contre? Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'en ce moment, on regarde les choses aller. On ne sait pas combien de temps ça va prendre avant que ça soit signé. Le gouvernement n'est même pas obligé de l'emmener à la Chambre des communes pour faire ratifier cette entente-là. Il pourrait faire reprendre le choix. Mais une chose est sûre, on va continuer à travailler, particulièrement pour les producteurs, parce qu'il y a eu des concessions, mais il n'y a eu aucune compensation, comme ça a été le cas dans le PTP, lorsque ça a été signé avec l'accord transpacifique. Et il n'y a rien dans le budget 2018, pas une somme d'argent qui a été prévue pour compenser les impacts d'une négociation, parce que dans une négociation, c'est tout, il va y avoir des perdants-gagnants. Au moment de négocier l'entente, au lendemain, en fait, le premier ministre, l'ancien premier ministre du Canada, chef du Parti conservateur, Brian Mulroney, a dit qu'il n'y avait pas de façon libérale, pas de façon conservatrice de régler ce dossier-là du libre-échange, mais d'une façon canadienne. Ne pensez pas que dans ce dossier-là précis, aussi important qu'un accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, on doit s'élever au-dessus de la partisanerie? Clairement, puis on a fait partie, on s'est même fait questionner par nos propres partisans de notre parti quand les gens nous ont associés à l'équipe Team Canada. On a des conservateurs qui ont travaillé dans la négociation, que ce soit Ron Ambrose, notre ancien chef intérimaire, Brian Mulroney, ancien premier ministre canadien conservateur. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous êtes en train de la critiquer. Bien, une fois qu'elle a été signée, on la critique, mais avant ça, on a travaillé, on a même envoyé des députés rencontrer des sénateurs, participer à ce travail-là pour essayer d'améliorer la situation. Tantôt, vous me posez une question, qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement? Je ne l'ai pas souligné, mais on n'aurait jamais permis au Mexique de baisser notre garde puis laisser le Mexique aller signer par en arrière une entente. Comment vous auriez fait ça? On aurait gardé les contacts. On s'est ramassé tout d'un coup la grande surprise. Même notre ministre des Affaires étrangères l'apprend par les médias que le Mexique, on aurait gardé nos liens avec ces gens-là, on aurait continué à travailler, on n'aurait pas pris de pause pendant l'été. Et je pourrais rajouter un élément. Pendant l'été, notre chef a demandé au premier ministre de convoquer la Chambre des communes pour signer rapidement le traité, l'accord transpacifique qui avait été négocié par les conservateurs auparavant pour s'ouvrir des marchés et justement pas mettre tous nos œufs dans le même panier et démontrer que comme pays, on est capable de négocier les ententes. Drôlement, ça n'a pas été accepté et il y a 2 semaines, en catastrophe, le premier ministre a convoqué tout le monde à la Chambre des communes pour que l'on le vote une fois pour toutes. Oui. Hier, lorsque votre chef a lancé son message sur Twitter, dire que le Canada n'avait fait que des concessions, pas de gains, la ministre Freeland, qui a mené à bout de bras ces négociations-là pendant plus d'1 an, lui a répondu et l'a félicité pour son courage de gérant d'estrade, finalement, de critiquer comme ça l'accord. C'est souvent ce qu'on entend
à propos des conservateurs qui sont gérants d'estrade sur les lignes de côté, toujours en train de critiquer, n'apportent pas de solution. On est à 1 an des élections. Est-ce que vous allez changer de stratégie ou vous allez continuer à critiquer comme ça tout le temps? La première chose, dans notre système politique, les partis d'opposition, c'est un travail qui est ingrat, on le sait, c'est de surveiller le gouvernement, c'est de mettre en évidence les lacunes et à l'approche de l'élection, de faire une proposition, une alternative à la population. Donc, c'est clair. On s'est beaucoup questionné sur les enjeux environnementaux présentement. Ouais. C'est quoi? Parce qu'on est contre la taxe carbone. Bien, on le dit, on l'a répété. Mais allez-vous amener des solutions, des propositions concrètes? Il y aura une plateforme verte. Le chef le dit, je le redis à titre de lieutenant. Et cette plateforme verte aura un objectif, c'est d'atteindre les cibles du protocole qui a été signé à Paris. Protocole cible qui appartiennent aux conservateurs qu'ils avaient négocié et que les libéraux, mettaient un petit peu de crémage autour, ont signé les mêmes cibles. Donc, il y aura dans ce cas-ci, et je pense que vous allez avoir des propositions, la population aura des propositions. C'est notre rôle de faire cette proposition pour que les gens qui cherchent une alternative sérieuse à ce gouvernement-là, qui sont déçus, puissent voir de l'autre côté. Puis on pense être capable de livrer la marchandise. Il me reste pas une minute et vous êtes le lieutenant politique du Québec. Je ne peux pas vous laisser aller sans vous parler de la prochaine élection. Comment ça va, le recrutement? On sait que vous vous promenez énormément dans toutes les régions du Québec à la recherche de candidats. Comment ça va jusqu'à maintenant? Ça va très bien, honnêtement. La tournée à l'écoute des Québécois nous donne beaucoup d'informations. On veut avoir une plateforme qui va ressembler aux aspirations et aux préoccupations des Québécois et des Québécoises à l'intérieur de notre plateforme nationale. Allez-vous amener des grosses vedettes? Parce que finalement, il y a des élections qui viennent de se terminer au Québec. Il y a des candidats qui ont été défaits. Est-ce que vous allez aller chercher, je vois des Véronique Tremblay à Québec, Gertrude Bourdon? Je ne pourrais pas vous dire lesquels, mais je peux vous dire qu'il y en a qui ont été approchés. Mais on ne veut pas avoir une équipe juste de personnes qui ont raté leur cours, qui ont perdu les élections. Mais en même temps, il y a des très bons candidats. Il y a des concours de circonstances aussi dans tous les partis. Je dirais même autant la CAQ, libéraux, même le Parti québécois. Il y a des candidats de qualité qui ont perdu leur élection. Oui, puis on essaie de chercher des gens de tous les horizons, du milieu sportif, du milieu des affaires, du milieu de l'éducation, du milieu municipal et naturellement des anciens candidats qui ont de l'expérience politique. Et on espère quelques personnes qui vont venir de la télévision, de l'actualité, du milieu culturel, qui vont avoir le goût de vivre l'expérience avec nous, conservatrices. Les gens qui sont connus. Donc, vous allez commencer à faire les annonces quand? Je vous dirais qu'on est déjà rendu à près du tiers de nos candidats qui ont été sélectionnés. On les annonce tranquillement. On a comme 1 an devant nous. Donc, à partir de dimanche, il va rester 1 an avant l'élection. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va très bien. Puis, si Justin Trudeau décidait demain matin de déclencher une élection hâtive, je peux vous dire qu'on serait déjà prêt à aller à la guerre avec nos soldats. On va vous suivre. Merci beaucoup, Anna Reyes. Ça fait plaisir. Merci. Alors,